Voilà, donc la porte est fermée, on peut commencer. Tu peux y aller. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Alain Bouillet, je suis le délégué général du Césin et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors, table ronde de gouvernance et conformité. Vous l'aurez remarqué, hein, l'année 2024 n'a pas été seulement l'année des JO, mais aussi d'une presque avalanche de réglementation, Nice 2, DORA, le Cyber Resilience Act, appelé CRA dans son petit nom, la loi SREN, qui est quelque chose qui est plutôt tourné vers le grand public. Si on regarde que Nice 2, ce sont à peu près entre 15 et 20 000 entités qui seront concernées impactées par cette directive. Donc, 20 000 entités, ça veut dire que si on retire les quelques centaines de grandes entreprises, les quelques milliers de TI, ça nous fait un paquet de petites entités, collectivités locales, PME, qui seront impactées par Nice 2 et qui n'ont certainement pas une gouvernance, un RSSI, comme l'ont les membres du Césin. Si on prend DORA, ça va viser en effet tous les établissements financiers. Alors beaucoup sont déjà aguerris aux réglementations depuis plusieurs décennies, mais il y a plein de petites entités financières qui vont en effet découvrir les joies de la réglementation. Donc tout ça, ça a un impact évidemment sur l'organisation cyber dans les entreprises, sur la politique mise en œuvre et accessoirement sur les budgets. Je voulais juste souligner un point avant de commencer, c'est qu'on a beaucoup travaillé au Césin sur Nice 2. On a été très en amont sollicité, en particulier par l'ANSSI, pour commenter les premières versions. Donc on a apporté notre pierre à l'édifice, mais le chantier démarre et on ne va pas s'arrêter évidemment ici. On va continuer à cette action collective et on discutait justement peut-être de la mise en œuvre d'un groupe de travail Nice 2. Je pense qu'il serait temps d'y penser. Alors, pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir de vous présenter notre panel d'intervenants. Commencer par Estelle Tchichik-Boyer, qui est la RSSI Group CNP Assurance et administratrice du Césin. Frank Van Keneghem, qui est RSSI IMIS chez Schneider Electric et également administrateur du Césin. Vincent Lefray, qui est RSSI UTEC, petit nom de Système U, petit nom de Super U, Hyper U, etc. Donc qui est aussi administrateur du Césin. Pierre-Luc Réfalo, qui n'est pas administrateur du Césin, mais qu'on accueille évidemment avec plaisir, qui est Head of IT, Cyber, Data et Audit chez Capgemini. Et puis donc, votre serviteur, je me suis déjà présenté. Alors, on a fait les choses bien, puisqu'on a pris au moins une entreprise qui est impactée par DORA, je pense à CNP, au moins une impliquée par le CRA, et Franck nous dira pas que, mais en tout cas Schneider Electric, et au moins une impliquée par Nice 2, Vincent. Et puis quand on a préparé la table ronde, Pierre-Luc m'a dit, moi je suis impliqué partout, donc j'aurais pu t'inviter tout seul en fait. Alors, je voudrais faire un petit tour de table pour commencer. Et que vous me disiez, chacun votre tour, à commencer par Estelle, finalement, en quoi cette réglementation vous aide ou vous empêche dans votre quotidien. Quelques minutes chacun, et après on rentrera dans le vif du sujet. Alors c'est vrai que côté CNP Assurance, on a DORA, effectivement, mais bon, DORA, c'est pas la seule. On avait déjà Nice 1. Aussi, depuis 5 ans, on a eu le RGPD aussi, comme beaucoup. Alors, la réglementation, de toute façon, ça aide, ça empêche, c'est les deux. Ce que je vois surtout pour DORA, c'est que ça va uniformiser entre les acteurs, parce que là, ça s'applique à tous, sans distinction, même s'il y a un principe de proportionnalité qui s'applique. La réglementation, c'est vrai que ça permet d'aller chercher du sponsoring, du budget, comme tu le disais Alain, des moyens. Voilà, donc ça, c'est toujours une aide quelque part.
Mais le corollaire, effectivement, c'est que ça pourrait venir perturber notre feuille de route parce que parfois ça repriorise pas tout à fait comme nous, on avait priorisé avant. Donc voilà, il faut surfer sur ces deux vagues, si je puis dire, en utilisant les avantages, en minimisant les inconvénients. Donc au niveau CNP, juste pour préciser, je dirais le scope européen de réglementation qui nous impacte, on a... Schneider, j'ai dit quoi? T'as dit CNP. Putain, c'est 25 ans. Ouais, et j'en ai fait une de plus de tâches, excusez-moi. Donc bon, 25 ans, j'ai encore quelques années pour y arriver. Donc je vais me reprendre. Donc chez Schneider, on a bien évidemment NIS 2. Donc pour rappel, Schneider fait beaucoup de métiers, mais n'était pas NIS 1 ou d'autres certifications. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau au niveau européen. On a donc NIS 2, on est au niveau important. Certains auraient pu imaginer que ça serait mieux qu'on soit essentiel. On a le CRA parce qu'on fournit des services, je dirais, connectés. Et donc ça, c'est quelque chose où, quelque part, on est client-fournisseur en même temps. Donc on a une position très particulière où on a, je dirais, les attentes d'un client tout en ayant les obligations d'un fournisseur dans notre écosystème. Et en travaillant sur ces deux réglementations et directives, on a découvert qu'on avait un petit peu de DORA parce qu'on a un peu une mutuelle inter-entreprise. Donc ça, c'est pour le plus grand plaisir de découvrir qu'on n'en avait pas besoin, mais qu'on en a gagné une de plus. Et ça, c'est quand même, je dirais, quelque part un inconvénient parce que ça nous rajoute pour une toute petite partie de notre activité une réglementation supplémentaire. Par contre, ça nous permet quand même d'avoir beaucoup plus de capacité par rapport à nos fournisseurs, de pouvoir avoir un regard différent, puisqu'on va pouvoir propager les obligations de NIS 2, et on va avoir en même temps, je dirais, les obligations par rapport à nos clients qui peuvent être, par exemple, essentiels, d'être traités comme des fournisseurs de sociétés qui sont sous NIS 2 essentiels. Donc ça va nous perturber, mais d'un autre côté, ça va nous permettre de nous aligner, de pouvoir, on l'espère, travailler avec des gens aussi raisonnables que nous pour éviter, je dirais, des complexités dans les questionnaires et s'appuyer plus sur des compatibilités NIS 2 plutôt que sur des divergences de questionnaires des uns et des autres. Mais autrement, pour tout ce qui est impact sur les budgets, les feuilles de route, je suis entièrement d'accord avec Estelle. Alors, chez NIS 2, donc que NIS 2, RGPD avant et aujourd'hui NIS 2. Un nouveau challenge, certes, mais finalement, on l'a vu arriver, enfin, on en entend parler depuis longtemps. C'est certes quelque chose de nouveau, mais notamment avec les travaux du Césin et ainsi de suite, on a pu assez rapidement mesurer ce qui serait attendu dans le futur. Donc, quelque chose de nouveau, un nouveau challenge, mais... Bon, pas trop de crainte vis-à-vis de cette directive, sachant qu'on est quand même bien en avance et qu'elle n'est toujours pas transposée dans le droit français. Donc on a largement le temps encore de pouvoir s'ajuster. Donc on voit arriver, nouveau challenge, on a l'habitude, on est RSSI, ça c'est un peu notre vie de tous les jours. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Alors, pareil que les trois, mais ensemble. Alors avec une petite particularité, je sais que Capgemini, vous le savez certainement, ça offre des services informatiques, on va dire, si on dit plutôt le mot, à des clients. Donc c'est-à-dire qu'on est concerné à la fois en tant qu'entreprise, mais également vis-à-vis des services qu'on offre à nos clients. Donc avec GDPR, c'était une évidence, et on a l'expérience de GDPR maintenant qui a fait qu'on a créé nos BCR, alors c'est les politiques de protection des données, à la fois en tant qu'entreprise, mais aussi dans le cadre des échanges que l'on fait en tant que data processeur et que data controller. Voilà, on a fait les deux, ça marche bien. Quand les États-Unis nous embêtent, on sort les clauses contractuelles type. Voilà, donc globalement, l'exemple de GDPR est assez facilitant. Alors comme je le disais, on est sous la pression des clients qui, l'impact, c'est ça, c'est que ça a un côté positif parce que on progresse avec le client, on offre, alors, peu de business, mais on offre des services à nos clients pour les aider, parce que si on n'est pas solidaire dans l'affaire, il y a un problème. Donc c'est mieux qu'on avance ensemble sur ces mises en conformité, encore une fois dans le cadre des projets qu'on mène avec eux. Et puis après, il y a un autre impact rapidement, c'est que c'est les premières lignes et deuxièmes lignes de défense. Donc on viendra à la fin sur ce que veut dire la troisième, mais c'est surtout la première et la deuxième ligne de défense qui sont concernées, parce que sinon l'audit interne, il n'a rien à contrôler. Voilà. Et donc, à titre personnel, j'ai la chance de pouvoir interagir à la fois avec les fonctions informatiques, les fonctions cybersécurité, les fonctions DPO, qui est aussi notre personne en charge des affaires réglementaires de la cyber,
Et aussi, peut-être pas l'oublier aussi, le CSO, la sécurité, où il y a notamment protection physique des personnes. Il y a souvent des sujets, le physique, le logique, ça va ensemble. Donc moi, je suis l'interlocuteur de l'audit interne avec ces 4 fonctions. Et on se voit toutes les 6 semaines. Donc c'est quelque chose qui est fait de manière très régulière. Et eux, c'est le niveau 2, c'est la 2e ligne. Alors Vincent, tu l'as dit, hein, tu es un petit nouveau dans la réglementation, à part le RGPD évidemment. Un monde où l'alimentaire, enfin bref, tout ce que vous commercialisez est envahi de réglementation. Donc pour vous, l'IT, c'est quand même une nouveauté, ce NIS 2 qui vous arrive. Donc est-ce que ça va, à part le fait que, bon, j'ai compris, même pas peur, mais est-ce que ça va changer quelque chose dans votre organisation au sein de Système U? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le RGPD, on avait un mode d'organisation avec le RGPD, et finalement on a décidé pour NIS 2 de faire un petit peu la même chose, donc de regarder avec ce qui est palpable aujourd'hui. Donc on a déjà fait une cartographie, une analyse d'écart, on a déjà écrit la roadmap, on allait chercher les budgets, donc on s'est déjà mis quelque part en conformité, si je puis dire. Donc on a tout ça, tout est écrit, on est prêt à y aller, on est prêt à engager. On a identifié des écarts très importants, notamment au niveau des fournisseurs. Ça remet des pondérations sur des sujets qu'on avait déjà identifiés. Mais si vous voulez, par exemple, pour la gestion des fournisseurs, c'était quelque chose qu'on connaissait. Et ben, grâce à l'identification via NIS 2, on se dit que ce sujet-là, on va le remettre en priorité par rapport à d'autres sujets. Donc c'était très intéressant sur cette approche-là. Et chez nous, finalement, la partie conformité, donc c'était une personne qui porte la conformité RGPD. Cette même personne suivra en mode PMO un petit peu les sujets liés à NIS 2. Et on a déjà notre Google Sheet, on a notre sheet finalement de suivi avec notre plan de traitement. Donc finalement, on est déjà prêt et on va engager rapidement. Alors du coup, à l'opposé, Franck, toi, tu nous as dit, CRA, NIS 2, même du DORA, on s'y attendait pas, chez Schneider Electric. Du coup, c'est quoi chez vous? C'est une armée de personnes qui gèrent tout ça? Parce que évidemment, il faut aussi ajouter la dimension internationale de ton entreprise, les certifications diverses et variées que vous devez entretenir. Ça doit occuper du monde, non? Alors, ça occupe du monde, mais j'aurais tendance à dire que on est habitué. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous faire du mal, mais on est habitué. C'est-à-dire qu'on a déjà une organisation assez structurée, où on a une équipe qui fait du suivi des mises en place des politiques au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire une équipe qui est sur les différentes plaques géographiques et qui digère toutes les nouvelles tendances, je dirais, de cybersécurité ou d'indépendance ou de souveraineté diverses et variées, qui essaye d'en faire, je dirais, une trame que l'on croise avec notre roadmap sécurité, et on essaye de voir un petit peu ses impacts. De la même façon, on essaye en parallèle, en anticipant autant que faire possible, de rendre ces différentes polices, réglementations et directives pragmatiques. Parce qu'on est dans une position assez, je dirais, particulière. Comme je disais, on est client et fournisseur. Donc nous, on a envie d'avoir quelque chose d'assez haut par rapport à nos fournisseurs, et on aimerait bien avoir quelque chose de relativement faisable et de pas trop impactant au niveau, je dirais, client. À côté de ça, on a, je dirais, des équipes qui sont déjà habituées à gérer des certifications, que ça soit ISO 27 ou des certifications de produits, qui sont déjà habituées à suivre tous ces écarts, à les comprendre, à les harmoniser, à les réévaluer de façon périodique. Donc on a déjà des ISO 27 à des niveaux pays, à des niveaux produits, à des niveaux, je dirais, structure. C'est quelque part une directive de plus dans un grand pipe de réglementation et d'évolution, je dirais, fonctionnelle et technique. Sachant que des fois, il y a certains pays dans les réglementations où on nous interdit de sortir des données, où on nous interdit d'utiliser certaines technologies. Donc c'est un système de plus qu'on ne voit pas en opposition ou quoi que ce soit, on le voit en, je dirais, repriorisation, comme le disait Estelle tout à l'heure, repriorisation de certaines, je dirais, contraintes. Et on essaye d'avoir une approche de proportionnalité, parce qu'on ne peut pas non plus tout perturber juste parce qu'une réglementation arrive. Donc on essaye d'avoir des travaux avec une certaine cohérence et de rester compétitif, parce qu'on ne peut pas non plus être en retard quand certains pays sont extrêmement, je dirais, exigeants sur des dates. Mais par chance, en Europe, il y a un petit peu de retard, donc on a un petit peu d'avance. Mais justement, en Europe, on est devant une directive, donc avec
ces 27 interprétations, si je puis dire. Du coup, c'est en soi déjà un chantier, parce que pour avoir... quelle va être votre position chez Schneider? Est-ce que ça va être de dire, puisque Schneider c'est une boîte française, on applique du NIS 2 partout en Europe, ou est-ce que vous allez vous confronter à différentes versions de NIS 2 dans les pays où vous êtes? Alors c'est une bonne question et on a essayé d'y résoudre. Et au début, on pensait avoir un certain nombre, je dirais, de transpositions locales qui soient suffisamment avancées. Donc aujourd'hui, pour rappel, il y en a à peu près 4 ou 5 qui sont votées. Alors après, on peut discuter de est-ce qu'elles sont un peu ou beaucoup complètement votées. Hein. Il y a quelques pays, entre autres comme la Belgique, qui sont relativement en avance. On a essayé dans un premier temps de voir quelles étaient celles qui étaient les plus exigeantes par rapport au draft, et on suit les drafts et on fait toutes les réponses, je dirais, à commentaires à travers le Césin, à travers l'Exo, à travers toutes les organisations dans lesquelles on peut faire de la remontée et remettre du pragmatisme à l'intérieur de tout ça. On a choisi dans un premier temps de s'appuyer plus sur la directive française, qui est un petit peu plus exigeante que les autres, en se disant c'est la pire, si on s'appuie sur celle-là, on sera un petit peu, je dirais, protégé parce qu'on a une démarche vertueuse qui va dans le bon sens. Sachant que dans certains pays, il y a des choses, parce que ça nous oblige à suivre les 27, donc des fois, il n'y a même pas d'information. On vous écrit des fois en hongrois qu'il faut vous enregistrer sous 10 jours, autrement vous payez plusieurs, je crois que c'était $50,000 ou quelque chose comme ça. Ça tombe pas de l'arbre, on n'est pas au courant, il faut mettre de la veille, il faut travailler à travers certaines associations européennes pour se dire est-ce que quelqu'un... un tuyau, il ne faut pas dire les choses autrement, un tuyau sur tel pays. La Belgique, il faut s'enregistrer presque d'urgence. En France, on peut s'enregistrer sur un portail bêta où on ne peut pas vraiment s'inscrire. Donc, il faut suivre en permanence. C'est assez compliqué et rien que des problématiques d'intendance de s'enregistrer, c'est déjà compliqué. Et après, il faut essayer de trouver le pire ou le plus complexe des sujets pour l'adapter. Et il faut comprendre si on doit déposer un enregistrement ou pas en fonction de la taille de l'entreprise qu'on a dans le pays. Donc c'est un casse-tête déjà juridique avant d'avoir un casse-tête, je dirais, cyber. Alors j'avais une question pour Estelle, parce que bon, le monde financier finalement a pratiquement inventé la réglementation. Hein. Ça fait 50 ans ou presque qu'on réglemente le monde de la finance et de l'assurance. On voit débarquer Dora un bon matin, on se dit mais est-ce que c'est pas, pour des organismes déjà très réglementés, est-ce que c'est pas la réglementation de trop? Est-ce qu'on ferait pas mieux de s'occuper dans le secteur financier de petites entités qui ont beaucoup plus besoin finalement de monter leur niveau de sécurité que CNP Assurance ou BNP Paribas? Alors ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle chez nous le millefeuille réglementaire. Hein. Donc on a déjà passé de grosses réglementations, donc notamment Solvency II et IFRS 17 beaucoup plus récemment. Donc ça c'est quelque chose qui existe effectivement, comme tu le dis Alain, mais c'est vrai que sur la cyber finalement on n'avait pas forcément une réglementation encore. Donc arrive Dora. Alors on avait déjà NIS 1, hein, comme j'ai dit au départ, mais bon, Dora, ça va quand même, ça étend le périmètre. Donc, c'est vrai que dans les assurances, et je pense que plus généralement dans les établissements financiers, donc effectivement aussi dans les banques, on est habitué aux grands projets réglementaires. On en fait, en fait, finalement, ça fait partie de notre vie, quoi. Et alors, ce qui est peut-être un peu aussi particulier pour les établissements financiers, notamment l'assurance, c'est qu'on a... tout passe par les systèmes d'information. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'usine de production physique, on n'a pas de stock, on n'a rien de tout ça. Tout passe par le SI. Et donc, le SI était déjà particulièrement contrôlé, et je pense notamment par les commissaires aux comptes, qui regardent déjà très précisément l'intégrité de notre SI, parce que c'est ce qui fait après les comptes. Alors Dora, effectivement, est-ce que ça vient en trop? Donc ça a été dans le périmètre. Après, bon, l'avantage qu'on a par rapport à NIS 2, c'est que ça s'applique pareil pour toutes les entités soumises déjà. Donc ça, c'est, moi, j'ai pas le problème de Franck. Hein. Mes entités européennes sont donc toutes soumises au même Dora. Donc ça, c'est vrai que ça peut aider. Alors, je suis pas sûre qu'on puisse dire que ce soit la réglementation de trop. De toute façon, elle s'impose à nous. On n'a pas le choix. Mais c'est vrai que ça nous fait, alors comme disait Vincent Strubel en introduction, bon, ça nous fait pas vraiment peur non plus, hein, parce que de toute façon, voilà, c'est la vie et on est habitué.
Évidemment, le risque, c'est de tomber dans la conformité pure, se dire, voilà, on va juste montrer patte blanche. Et donc, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un challenge, notamment pour les ciseaux, c'est-à-dire que notre top management va nous demander mais pourquoi est-ce que la réglementation demande des choses qui ne sont pas encore faites, par exemple. Alors, c'est pas encore fait parce qu'on n'a pas eu le temps, c'est pas encore fait parce que c'est prévu, mais dans plus longtemps, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue aussi les priorités qu'on avait avant la réglementation. Et donc, voilà. Donc, pour moi, je vois ça comme une occasion finalement de peut-être réaligner les priorités, donc de tous, donc les entités du groupe, aussi les différents acteurs de la sécurité au sein de CNP. Voilà. Mais donc ça veut dire quelque part l'intégrer dans la feuille de route. Si on l'avait anticipé, tant mieux. Si on n'avait pas tout anticipé, on le réintègre pour reprioriser finalement la feuille de route. Et c'est vrai qu'aussi, on a l'habitude de la réglementation, on a aussi l'habitude des sanctions du coup qui vont avec souvent. Et c'est vrai que ce qu'on a pu voir par le passé, c'est que finalement, tant qu'on démontre qu'on fait quand même, on s'est mis en ordre de marche, on a pris en compte, on a un programme avec des échéances sur un périmètre donné. Donc ça, c'est plutôt le comment. Et finalement, ça se passe. Et là, je parle vraiment sur un autre environnement que la cyber, mais ça se passe plutôt pas mal au final. Donc voilà, pas forcément la réglementation de trop, mais on fait avec. Voilà, il faut faire avec. Pierre-Luc, alors on a compris par rapport à ton titre et ta présentation que tu n'étais plus vraiment dans la cyber. Donc tu es passé à l'audit et du coup ma question c'est comment on fait pour absorber tout ça, toutes ces réglementations dans un rôle un petit peu particulier qui va être celui qui est jamais le bienvenu, hein, c'est qui va venir contrôler ce qu'ont fait les autres. La réalité des choses. Ouais. Alors, pour revenir sur ta question d'avant, nous, on est présent dans 40 pays et on a 5 service lines, dont une qui s'occupe du cloud et une autre qui s'occupe de la data et de l'intelligence, de la GenAI. Donc, vous imaginez déjà, on a deux service lines horizontales et puis on a 40 pays en vertical qui s'interpénètrent et à chaque fois, vous avez un problème à régler, qu'il soit réglementaire ou de business ou de people, enfin tout ce que vous voulez, ou d'investissement, j'en passe des meilleurs. Et dans mon précédent job, donc j'étais en charge de la cyber GRC, Risk Management Cyber, chez CAP, pendant 4 ans. Une des premières choses que j'avais fait, même avant qu'on avait préparé la mise en place du programme cyber, j'avais interviewé 70 dirigeants du groupe. Je l'ai fait très vite. Et je leur avais demandé 3 questions. La première, c'est quels sont les risques inhérents à ton métier, ton business, etc., ton pays. Une question. Deuxième question, quelle perception tu as de la sécurité du groupe ou de ton entité. Et troisième, quelles sont les 3 priorités majeures à mettre en place demain. Ça prend un quart d'heure, les 3 questions. 70 dirigeants, il y en a, je les ai fait plusieurs fois, ils n'avaient pas bien compris les questions. Pourtant, elles sont simples, je trouve, mais bon. Donc, la fin, il y avait plus de 80%, il y avait une action. Quelles sont les règles obligatoires, non dérogeables, qui doivent être appliquées partout dans le monde? Simple. Tous les 2 ans, elle a changé depuis 2017. Et en 2019, ce que j'ai fait, à la 2e version, j'ai mis Nice dedans. Alors qu'on n'était pas tenu par Nice. J'ai pris Nice 1. J'ai pris je pense 80% des recommandations techniques de l'ANSSI et des UK, parce qu'on est international. Alors si j'avais pris que la France, ça ne serait pas bien passé. Donc UK avait aussi une très belle liste de recommandations techniques pour Nice. Et je les ai mis dans les 100 et quelques règles minimales, obligatoires. Et cette liste a évolué, elle doit faire 140 points aujourd'hui, mais elle est quand même assise sur Nice et GDPR. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, ça facilite la vie. Voilà. Ça fait 5 ans que tous les ans, il y a des programmes d'audit de niveau 2 qui ont été mis en place, qui font, alors je peux vous donner les chiffres, mais bon, on est passé de 55% au niveau du groupe à quelque chose comme 85% de conformité à ces 140 règles. D'accord ? Il y a toujours des endroits où c'est pas faisable. Enfin, imaginez, on peut pas être à 100%, c'est impossible. Et donc pour aller à ton sujet, j'ai de la faire courte aussi. Le Covid est passé par là.
Donc la maturité du groupe, parce que c'est quand même un programme qui fait pratiquement maintenant 10 ans, ça a commencé en 2014, on passe au comité des risques, matrice de risque, risque cyber, risque data, numéro 1, numéro 2. Ça, c'était en 2022, 2023, 2022. Et donc, il y a des grandes personnalités dans ces comités des risques, je ne vous donne pas les noms, mais c'est du lourd. Ils disent, mais comment est-ce possible? Là, vous avez le risque cyber, risque data, il est complètement en haut à droite, là, et puis quand vous me présentez les risques, il n'y avait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait pour... Donc, en gros, ils faisaient confiance, les dirigeants faisaient confiance au niveau 2. Non, c'est bon, on n'a pas d'incident, machin, tout va bien. Alors, il y en a de temps en temps, hein, je ne peux pas vous dire qu'il n'y en a pas, évidemment, mais globalement, il n'y a rien à voir sous le soleil, quoi. Et donc, c'est remonté au CEO. Il a dit, bah ouais, on pourrait peut-être créer une fonction IT, cyber, data, parce que moi, je fais l'IT, la cyber, la data, et comme je vous dis aussi, la sécurité physique, information sensible, on va dire la sûreté. Et donc, j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance, d'évoluer dans mon métier, de me dire, tu prends la fonction, avec l'aval du CEO, et avec 2 missions. La première, c'est tu ne refais pas le niveau 2, s'il te plaît. Parce que ça aurait été facile. Pour petite mémoire, on était 2 candidats sur le poste. Il y avait un Anglais, il y avait moi. L'Anglais, il avait une approche conformité. Et moi, j'ai vendu une approche par le risque. Bizarre, j'ai été pris. On y reviendra, je pense, à la fin. Et donc, bilan des courses. Donc, j'ai parfait le niveau 2, c'est-à-dire que moi, je m'appuie sur le NIST, Cyber Security Framework. Ce qui est vachement intéressant, c'est que mon patron, il dit, pourquoi tu as un référentiel, c'est de la cyber? Je dis non, regarde de govern à response, c'est pas de la cyber. Tu as la gestion des actifs, tu as la gestion des vulnérabilités, tu as la gestion de crise. C'est pas de la cyber, c'est du risque. Par contre, il s'appelle CSF. Et donc, je l'ai customisé dans mes points de contrôle, ce que j'appelle des checks. Contrôle, sub-contrôle, donc il y a 100 contrôles. Et après, il y a la colonne des checks. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis sur chaque contrôle, que les auditeurs doivent contrôler. C'est le mot que j'utilise maintenant. Il faut contrôler, vérifier. Une pratique d'audit de base, hein. Et là, il y en a beaucoup plus que 100. Et ça va très, très loin dans le détail. Voilà. Et donc, mais par contre, je termine là-dessus, sans capacité technique. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ouais, mais comment je peux vérifier que les pentests, on sort un rapport de pentest, j'envoie le rapport de pentest, voilà ce qu'ils ont fait, mes experts regardent ça, ils disent, c'est bon, les recos sont bons, on ira vérifier les recos. Je dis, mais moi, j'aimerais bien aller refaire. Et là, on me dit, non. Un vrai auditeur. Voilà, un vrai auditeur. Donc là, on a une discussion qui est toujours en cours sur est-ce que je dois m'équiper avec du Pentera, pour ne pas les nommer, parce que moi, personnellement, j'aime bien ce qu'ils font, mais on n'a pas de pub à faire ici. Mais voilà, pour arriver avec une 3e ligne outillée. Voilà. Mais alors, tu me sers la prochaine question sur un plateau d'argent, parce qu'en fait, tout ça, on voit bien, enfin, il y a un ami commun du monde de la finance il y a quelques années qui me disait, moi, avec la BCE, l'AMF, enfin bref, tous ceux qui me tombent dessus, plus l'audit interne, j'ai pas l'impression de faire un boulot de ciseaux. Mon point, c'est de dire aujourd'hui, un ciseau très réglementé, il va passer la moitié de son temps à documenter ce qu'il fait, puisque en gros, c'est ça qui manque toujours dans les recos, dans les analyses d'écart quand tu regardes une nouvelle réglementation, c'est qu'en gros, il manque toujours une doc. Donc, tu vas passer la moitié de ton temps à documenter, et puis l'autre moitié à répondre aux questions des régulateurs qui vont défiler dans ton bureau les uns après les autres, sans parler évidemment des auditeurs. Comment vous appréhendez ça? Je vais commencer par Estelle, mais comment on appréhende finalement ce métier de ciseau qui peut-être, une fois bien ancré dans la réglementation, ne va plus ressembler au métier de ciseau traditionnel que l'on connaît? Alors, le métier traditionnel, moi, je le connais peut-être pas justement parce que je viens de l'audit, donc j'étais de l'autre côté de la barrière. Mais donc, du coup, c'est assez intéressant d'ailleurs de passer de l'autre côté de la barrière. Hein. On se rend compte que bon, c'est facile de dire et puis c'est moins facile de faire. Voilà, exactement. Effectivement, c'est un équilibre à trouver. On a de toute façon les régulateurs, il faut qu'on y réponde. On a les auditeurs, merci bien. Voilà, donc de toute façon, on doit y répondre. C'est un équilibre à trouver. Et effectivement, si c'est un déséquilibre, donc c'est ce que je dis souvent, si j'ai trop de contrôle, en fait, je n'avance pas sur les sujets. Et donc, les contrôles me disent que je n'avance pas suffisamment. Donc bon, ça c'est un cercle sans fin. Je pense qu'une piste, ça peut être d'avoir, de s'équiper finalement d'outils qui peuvent servir, d'outils ou de process d'ailleurs, qui peuvent servir à la fois pour la gestion quotidienne, donc notre métier,
et à la fois à répondre à tous les gens qui nous demandent des comptes. Donc voilà, c'est pas du tout. Quand je dis ça, on a l'impression que c'est facile. C'est pas facile à faire, hein, mais je pense que c'est vraiment la piste à explorer si en fait on veut pouvoir garder du temps pour avancer, tout simplement. Franck, chez toi? Je dirais que ça dépend un petit peu du nombre de personnes qu'on a dans les équipes cyber. Oui. Quand on est, j'aurais tendance à dire sous-équipé, ou qu'on a un RSSI qui fait RSI opérationnel, voire directeur de prod, voire DSI en même temps. Là, je vois pas comment il va pouvoir faire du NIS 2 et en même temps, ses activités au quotidien, parce qu'il faut déjà qu'il tienne la baraque quelque part, tout simplement. Quand on est une société avec quand même beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'entraînement, ça va perturber, ça va ralentir, ça va surcharger, ça va déplaire sûrement à quelques personnes et déprioriser. Mais globalement, c'est, je dirais, une repriorisation. Et donc, ça a un impact. Suivre 27 pays qui sont même pas alignés, alors que c'est dans 10 jours, hein, même pas, qui doivent être alignés. Dans 10 jours, ils vont commencer à réfléchir. Voilà, ça pose des problèmes. Mais je dirais, on a la chance d'avoir cette taille qui nous permet, entre guillemets, de se dire, on sait gérer. Toutefois, néanmoins, chez Schneider, sachant qu'on n'avait pas d'autres réglementations fortes avant, on doit le faire à l'échelle de notre système informatique complet. C'est ça un petit peu la grande problématique. Et donc, se dire qu'on est ISO 27 ou qu'on est SOC 2 sur tel et tel endroit, c'est faisable, on est habitué. Avoir une stratégie au niveau de son système informatique entier, c'est évident qu'on va avoir un principe de proportionnalité, un principe de développement incrémental, et on va pouvoir se dire, demain matin, je reste gratis et j'ai tout le système informatique de Schneider qui est aligné au cordeau, fois les 27 variantes. Donc il va falloir faire des arbitrages, être en capacité d'expliquer si jamais on a quelqu'un qui vient nous visiter en nous disant vous êtes plus ci et pas assez ça, en disant devant le capharnaüm, ce millefeuille, ce patchwork de toutes ces fantaisies de transposition, on a fait des choix qui nous paraissent judicieux par rapport à l'écosystème dans lequel on évolue, et que cette démarche n'est entre guillemets qu'un long chemin, et qu'on met tout pour arriver à satisfaire au mieux l'écosystème d'une manière générale. Alors Vincent, tu changes de métier? Alors non, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Non, alors moi je vois ça comme une très belle opportunité, l'arrivée de NIS 2. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça repriorise les sujets. Pour l'instant, on n'est pas encore à être complètement... Enfin, il n'y a pas de contrôle à venir. Hein, donc, on n'est pas dans ces phases où, justement, on va être complètement sous la vague des questionnaires, des auditeurs, et ainsi de suite. Donc, moi, je vois ça comme une très belle opportunité. Et d'autant plus que dans mes expériences précédentes, j'étais dans les armées, où là, c'était un peu l'inverse, avec des dossiers d'homologation, des choses très complexes. Donc là, finalement, moi, NIS 2, je le vois, belle opportunité. C'est l'occasion de faire des choses, c'est l'occasion de valider des choses qu'on avait dans les tuyaux. Nous, on est content parce qu'on considère qu'on est assez gros pour l'avoir vu venir. Moi, ma crainte, elle est comme pour Franck, c'est vraiment pour les autres. Comment on fait pour les autres? Est-ce qu'on leur donne un coup de main? Enfin, il y a aujourd'hui des sociétés, ils ne savent même pas de quoi on parle. Il n'y a aucune personne qui porte cette fonction-là, cette responsabilité-là. Et moi, je suis plus inquiet pour eux que pour nous, pour le moment, en tout cas. Alors, Pierre-Luc, je ne vais pas te poser la même question, puisque toi, tu n'es plus dans le sérail. Mais par contre, tu fais partie de ces... Donc, du niveau 3, des fameux 3 niveaux de défense. Tu es dans le 3e niveau, si j'ai bien noté. Mon point, c'est que on peut être tout à fait compliant, comme on dit en français, et pas secure. Si on applique bêtement la réglementation, on peut très vite, en effet, faire ce que j'appelle de la sécurité check the box, comme les Américains l'ont longtemps fait, et ça leur a coûté très cher pour certains, sans être parfaitement sécurisé. Donc toi qui as une vision d'auditeur et donc de risque, comment tu vois ça de ta fenêtre? Alors, je pense que les deux mots-clés, c'est contrôle et risque. Quel que soit le niveau auquel tu te situes, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qu'est-ce que tu fais? CISO, informatique, fournisseur, tu contrôles les risques, tu gères les risques. Comme je le disais tout à l'heure, risque cyber, risque data, ou quels que soient les risques, font partie normalement d'une cartographie de risques d'entreprise. Enfin, j'ose espérer que vos entreprises gèrent les risques avec une cartographie, scénario, impact,
Oui, mais entre choisir un traité de risque, on peut choisir celui qui te rend conforme en premier. Oui, bah, le risque de non-conformité peut en faire partie. Oui, mais qui n'est pas forcément un truc de sécurité. Et c'est pas forcément un risque cyber, mais je vais y venir. Donc, comme je vous disais, vous avez en haut à droite, peut-être pas chez vous, mais chez nous, c'est en haut à droite. Ce que j'ai commencé à faire, maintenant que j'ai plus d'1 an d'expérience, je fais une matrice de risque d'auditeur qui est la risk exposure d'une unité versus son niveau de sécurité, entre guillemets, maturité, sécurité, c'est toujours pareil, grand débat avec ces mots-là, mais je vais considérer peut-être que c'est un niveau de sécurité, maturité de sécurité, basé sur des indicateurs observés. Ça, donc on commence à avoir la maturité, on sait trouver des nombres, des chiffres, des datas, qui permettent de dire que l'Angleterre par rapport à la France, sur des tas de critères, ils sont plus à droite ou plus à gauche, et que leur risque exposure est aussi lié aux contraintes réglementaires locales. C'est-à-dire que moi, ma DPO et le service juridique, je leur ai demandé pour nos 40 pays, vous mettez un curseur de 0 à 10 sur chacun des pays. On a la surface d'attaque. Il y a 10 pelés en Thaïlande. Pardon, excusez-moi, c'est vendredi soir. Ici, nous avons 10 collaborateurs en Thaïlande versus 170 000 en Inde. La surface d'attaque, c'est pas la même. Voilà. Donc vous arrivez à mettre une exposition au risque d'une entité pays par pays. Et ensuite, on a les indicateurs qui permettent. Et donc à partir de là, c'est là où tu te dis où est-ce que je vais. Donc ceux qui sont à droite, grosse risque exposure et puis petite maturité sécurité, parce qu'on a encore une fois les indicateurs, c'est là où tu. Mais c'est un changement de plan d'action d'épure totalement différente. Hein. C'est pas pareil. Et on merge les deux. Donc moi, je rencontre très régulièrement un risk manager tous les mois. Et puis maintenant, quand je reporte enfin pas moi, mais c'est mon patron qui reporte tous les 6 mois au comité des risques, on va voir comment ça bouge. Qu'est-ce qui passe à gauche, qu'est-ce qui descend, etc. Alors si je compte les arrêts de jeu, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc j'ai encore 1 ou 2 questions pour nos invités. Mais est-ce que vous, dans la salle, vous avez des questions? Alors je sais qu'on est vendredi, je sais que c'est la fin des assises, je sais qu'on est à la limite, le dernier obstacle avec la soirée, mais est-ce que vous avez des questions? Ouais. Alors comment on fait? Mon fil n'est pas assez long. Tu cries? Tu parles fort? Ou je répète sinon? La question c'est, est-ce que tu ne crois pas que pas qu'on perde ça, il ne faut pas qu'on parte sur juste de la conformité, qu'en France on ne fait faire que de la conformité, comme on fait par rapport aux États-Unis, qui s'est planté dans conformité contre le plan. Ne penses-tu pas qu'on pourrait essayer de faire une espèce de grosse matrice comme ça, qui serait la somme de toutes les exigences, de toutes les réglementations, et comme ça nous permettrait aussi de définir une feuille commune, de parler tous du même ton et de la même chose, parce que aussi le risque, déjà entre 2 RSSI, on ne parle jamais de la même chose, entre 2 RSSI, on n'a jamais la même feuille de route. Alors si en plus maintenant on est vraiment orthogonaux sur les objectifs, on ne parle plus du tout des mêmes enjeux, etc., on va se perdre. Alors, j'avais pas compris en venant ici que j'allais me récupérer du boulot. Mais merci de la suggestion, Gérard. Ouais, t'as déjà fait la moitié du boulot, si je comprends bien. Non, je vais laisser Franck répondre parce que j'ai vu qu'il avait pris le micro. Simplement, je vais répondre à côté, hein, mais Nice 2, encore une fois, 20 000 entités. Le CESIN, 1100 membres.
800 entreprises. 800 moins 20 000, ça fait du monde. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on va avoir, entre guillemets, au sein du Césin, 1000 et quelques bonnes âmes. Alors peut-être pas tous seront concernés par Nice 2, mais quand même un bon paquet. Et du coup, l'idée de l'entraide vis-à-vis des plus petits, il faut qu'on s'y attelle, d'autant que beaucoup des petits sont aussi des fournisseurs des grands. Donc si on arrêtait 2 minutes de leur envoyer des questionnaires à longueur d'année et de les noter avec des agences de notation qui se trompent de cible à chaque fois qu'ils notent, je pense qu'effectivement, on ferait peut-être un grand pas vers les côtés pratiques de la chose. Mais j'ai répondu à côté de la plaque. Du coup, je vais laisser quand même Franck prendre la parole. Tout à fait. Pour essayer de répondre à tes problématiques, parce qu'il y en a plusieurs à l'intérieur, je pense que dans les équipes RSSI, il va falloir avoir des responsables de conformité. Par exemple, chez Schneider, on a un métier qui est essentiellement sur la conformité de la certification. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire dans une petite équipe où il y a 2 personnes dans l'équipe RSSI. Donc les équipes RSSI vont devoir, entre guillemets, accepter d'avoir des réglementations qui vont s'empiler, s'ajouter, quel que soit le modèle. On parle déjà des débuts de Nice 3 et compagnie, donc on n'a pas fini une, qu'on commence à réfléchir à l'autre. La deuxième chose, au niveau, je dirais, des tableaux de référence multi-normes, il y a déjà un certain nombre de travaux qui ont été faits entre Nice 2 et le ISO 27, et il y a déjà des travaux qui commencent à se faire tout doucement avec Dora. Là, une des problématiques qu'il y a derrière tout ça, c'est que si on est juste français, ça peut encore aller. Si on fait un IS2 européen par rapport à ISO 27, ça devient vraiment douloureux. Et la matrice, elle est extrêmement compliquée. Nous, on essaye de la faire parce qu'on doit la faire chez Schneider. Elle est très douloureuse parce qu'aujourd'hui, on n'a que 4, entre guillemets, versions votées. On en a 2, 3 en draft. Et même quand on lit dans le texte nativement, on ne comprend pas encore certaines règles. Ça revient à peu près à la même problématique que Nice 1. La traduire, c'est une bonne idée. Il va falloir qu'on passe par là. Mais la matière brute qu'on veut traduire aujourd'hui, elle n'est pas encore assez mature, malheureusement. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle ? Non ? Oui ? C'est pour Pierre-Luc. Tu évoquais les questionnaires où tu as alimenté ton questionnaire d'audit avec 140. Non, c'est bon. On a les 5 minutes d'arrêt de jeu. Avec 140 points de contrôle. Oui, la baseline policy. C'est une policy, c'est pas un questionnaire, hein, c'est une policy. Cette baseline-là, tu t'es basé sur quoi ? Est-ce qu'elle est partageable ? Parce qu'on va encore parler d'autres baselines. Il y a les points de contrôle de l'ISO, il y a d'autres baselines. Et donc, du coup, vous vous basez sur quoi pour vos audits, du coup ? C'est une bonne question. C'est un mixte de plein de choses. Il y a pas mal d'ISO dedans. Je l'ai dit, il y a un peu des exigences techniques en France et en UK du Nice. Il y a un peu de GDPR, parce qu'il y a de la data partout, donc on a mis un peu du GDPR, mais c'est 5 ou 6 points, hein, c'est pas 50. Hein. Donc voilà, c'est un mix de beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, mon référentiel, et je pense en tant qu'auditeur interne, c'est NIST CSF, parce que je trouve qu'il est structuré de façon comme GDPR. Enfin, c'est plutôt le contraire, peut-être. Je ne sais pas trop quel est l'œuf et la poule, mais non, c'est le modèle, c'est Govern, Identify, Protect, Detect, Response. Tout le monde l'a fait. Même GDPR était structuré comme ça, pas avec les mêmes mots, mais ça veut dire la même chose. Donc après, ce que vous mettez dedans, c'est dans votre contexte, vous mettez ce qu'il y a dedans. En tant qu'auditeur, moi, quand je démarre, enfin pas moi, mais mes équipes démarrent un audit, applicable, non applicable, applicable, non applicable. On le prend, on le prend pas, on prend les checks, et puis voilà, puis c'est adaptable à, entre guillemets, n'importe quel environnement. Tu n'as plus à te poser la question. Alors, il y a eu un mapping, hein, ça existe sur Internet, nous on l'a refait pour l'adapter à une boîte d'IT, mais le mapping du NIST Cyber Security Framework, pas avec Dora encore, hein, mais avec des réglementations internationales, ça a été fait, ça existe. Hein. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous, merci de votre attention, et puis bon courage pour la mise en œuvre de tout ça. Alors, comme je ne vais pas paraphraser Vincent Strubel, hein, mais il a dit que c'était pas parce qu'il n'y avait pas de transposition qu'il fallait pas commencer à bosser. Déjà, il faut un RGPD, ils n'étaient pas conformes à la loi
attends, je vous dirai pas quelle est la société de la banque qui m'a dit on n'a jamais été conforme